Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Olivia Dufour, présidente du Cercle des journalistes juridiques et auteure du livre Justice, une faillite française, paru chez LGDJ. Olivia Dufour, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites le constat d'une justice à bout de souffle dans votre ouvrage. Comment expliquer ce constat, justement, cette justice exsangue? Alors cette justice, elle est exsangue au moins depuis que j'ai commencé le métier de journaliste, c'est-à-dire que ça fait 22 ans maintenant que j'entends à chaque rentrée solennelle les magistrats dire qu'ils sont à bout de souffle. Et au bout de 22 ans, je me suis dit, c'est pas possible, il faut un problème qui dure 22 ans, ça n'existe pas. Des gens qui pendant 22 ans disent nous sommes à bout de souffle, c'est pas possible, il faut essayer de comprendre. Et j'ai donc fait des recherches et j'ai trouvé notamment un auteur qui s'appelle Jean-Charles Asselin, qui est à la fois économiste et historien, qui n'est donc pas en plus du sérail judiciaire et qui a analysé les budgets de la justice depuis 200 ans et qui confirme qu'effectivement le budget de la justice est sous-dimensionné en France depuis 200 ans. Ce qui rejoint les chiffres qu'on connaît bien de la CEPEJ, mais j'aime l'idée que quelqu'un puisse à la fois nous donner une dimension historique et insérer cette problématique dans une dimension historique. Alors on imagine bien qu'au bout de 200 ans, le système s'est complètement épuisé, surtout qu'à partir des années 70, on a ouvert grand les vannes de la justice, et c'est très bien, en donnant de nouveaux droits aux gens. On a pris en charge de nouvelles charges financières, notamment l'aide juridictionnelle, qui avant était supportée par les avocats et dont l'État a dit à ce moment-là, moi je vais la prendre en charge et je vais m'occuper d'indemniser moi-même les avocats. On a fonctionnalisé les greffes, donc on a créé un nombre incroyable de dépenses. On a supprimé tous les timbres et tous les droits divers et variés qu'on prélevait sur le plaideur et qui contribuaient à alimenter, non pas le budget de la justice, puisqu'il y a un principe qui fait qu'il y a une non-affectation des recettes, mais jusqu'au début du XXe siècle, l'ensemble des taxes qui étaient prélevées sur le justiciable aboutissait à une somme qui était à peu près équivalente au budget de la justice. Donc, pour résumer, on a augmenté les dépenses, on a supprimé toutes les recettes, on a fait un gigantesque appel d'air pour que le justiciable vienne dans les tribunaux obtenir justice, ce qui encore une fois est une bonne chose, simplement il y a un problème évident, on le comprend tout de suite, de budget. Et aussi, bien entendu, d'organisation, puisqu'on est rentré à partir des années 70-80 dans une justice de masse, alors qu'on n'avait ni les moyens financiers ni les moyens organisationnels de supporter le choc. Alors, vous évoquez la question des moyens. Quels moyens faudrait-il pour sauver la justice ? Alors déjà, une augmentation très significative du budget de la justice. Jean-Jacques Urvoas, lorsqu'il a quitté le ministère, avait fait beaucoup de choses. C'est le premier garde des Sceaux qui s'est vraiment intéressé à la question pour une raison qu'il a l'humilité de reconnaître lui-même, c'est qu'il avait qu'un peu plus d'un an à rester en fonction et qu'il ne pouvait rien faire d'autre d'utile. C'était pas envisageable de faire une grande loi. Et donc il s'est attaqué à cette question dont il savait en tant que parlementaire, c'est-à-dire politique de terrain, qu'elle était un vrai problème, mais il dira lui-même au moment où il prendra ses fonctions, après quelques visites sur place, qu'il n'imaginait pas à quel point la justice était en voie de clochardisation, pour reprendre le mot qu'il prononce à Lille avec Martine Aubry au début de son mandat. Donc lui, à la fin de son mandat, a fait une sorte de testament politique à son successeur parce que le sujet l'a vraiment passionné et qu'il a pris la mesure de la gravité de la situation dans laquelle on était, et il a recommandé une augmentation d'environ 1 milliard, sachant qu'on est à 8 milliards, donc passer à 9, 9,5, 10. On est à 8,7 milliards, c'est pour ça que j'arrive à 10. Et on a le rapport de Philippe Bas, aussi président de la commission du Sénat, qui au même moment, c'est ce que j'appelle dans le livre le cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on a eu une superbe prise de conscience du politique. Donc Philippe Bas, sénateur Les Républicains, à peu près au même moment que Jean-Jacques Urvoas, lance une gigantesque commission d'enquête parlementaire pour comprendre ce qui arrive à la justice. Et fait un rapport d'une très grande qualité parce qu'il est totalement exhaustif. Il parle à la fois de la situation des juridictions, de la réorganisation nécessaire de l'administration centrale, du budget, des réformes de procédure civile,
civil, pénal, de la réforme pénitentiaire. Il fait un diagnostic absolument complet de l'État, de tout ce qui est le ministère de la Justice, puisqu'il faut y intégrer aussi, comme on le sait, le fonctionnement des prisons. Et lui aboutit à la nécessité d'augmenter le budget de 2 milliards sur 5 ans. Tous les deux sont en tout cas d'accord sur l'impérieuse nécessité d'une loi de programmation de 5 ans, qui n'a pas de caractère impératif, mais qui donne quand même une visibilité, parce que non seulement il faut injecter beaucoup d'argent, mais en plus il faut le faire sur une période suffisamment longue pour que tout le monde ait le temps de respirer, d'investir, de se projeter dans l'avenir et de lancer des chantiers de fond. Pour terminer, je dirais que Emmanuel Macron a annoncé une augmentation de plus de 1 milliard, ce qui fait que nous sommes à peu près dans l'enveloppe nécessaire. La question ensuite, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet argent, parce qu'on sait que la pénitentiaire absorbe toujours beaucoup les augmentations de crédit, parce qu'on a un taux de suroccupation des prisons qui est scandaleux, qui est de l'ordre de 140%, avec des pointes à 220, 300 dans certains établissements, c'est-à-dire 3 personnes dans 9 mètres carrés. Donc il y a aussi une urgence dans la pénitentiaire, et l'institution judiciaire depuis des années dit qu'il faudrait vraiment séparer les budgets pour qu'on puisse vraiment remettre l'institution judiciaire à flot. Donc la question maintenant, c'est plus d'1 milliard, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Olivia Dufour, merci. Et je vous recommande vivement la lecture de cet ouvrage, donc Justice, une faillite française, chez LGDJ. Au revoir. Merci beaucoup. Très bien. Merci à toi, c'est top.